Chrétiens et musulmans du Mali, dans la même dynamique, ils dénoncent et condamnent les attaques contre le bateau Tombouctou et les positions des femmes, annonce faite aujourd'hui lors d'une rencontre dans l'enceinte du Haut Conseil islamique. Le niveau des travaux de construction de la tour de l'ERTM est satisfaisant, constat fait aujourd'hui par le secrétaire général du ministère en charge de la communication. L'émissaire du ministre Alhamdou Aguilien regrette par ailleurs le comportement de certaines personnes qui ont construit sur les sites. À partir de ce soir, la rédaction s'inscrit dans la mouvance du 22 septembre, la date d'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et on commence cette page avec un regard sur la période coloniale et post-coloniale. Notre reporter Tamsi Djabati retrace l'histoire du Mali, empire et royaume, jusqu'à notre accession à l'indépendance en 1960. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 13 septembre 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le contenu de ce conseil est avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir à vous, Fousseni Toungora, mesdames et messieurs, bonsoir. À l'entame de la session, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines et aux blessés civils et militaires occasionnés par la série macabre d'attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à travers l'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou, les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement les 7, 8 et 12 septembre 2023. Suite à ces événements tragiques qui ont endeuillé notre nation, le Conseil des ministres condamne avec la plus grande fermeté ces agressions lâches et odieuses contre le peuple malien et réitère la volonté inébranlable des autorités de la transition à mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l'intégrité des populations et de leurs biens. Le président de la transition, chef de l'État, au nom des autorités de la transition et à son nom propre, salue la mémoire des martyrs de cette barbarie, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le président de la transition, chef de l'État, a décidé de surseoir aux activités festive du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l'indépendance de notre pays qui sera célébrée dans la sobriété et dans l'esprit du sursaut national. À cet égard, il a instruit le gouvernement d'orienter les ressources financières prévues pour les dites activités à l'assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte et entendu des communications que nous développons ici. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Le projet de décret est initié conformément à l'article 24 de la Constitution qui dispose que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées de sécurité pour la défense de la patrie. Il est élaboré en application des dispositions de l'ordonnance numéro 2023-015 PTRM du 21 mars 2023 portant statut général des militaires ainsi que celle de la loi numéro 2016-038 du 7 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes. La réserve est constituée de personnes appelées réservistes n'appartenant pas à l'armée d'actifs, mais formées pour renforcer ou apporter un concours aux forces armées maliennes dans le cadre de la défense nationale. Le projet distingue deux types de réserves que sont la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. La réserve stratégique est constituée des personnels du contingent du service national des jeunes ayant accompli le service militaire, des militaires dont la démission a été régulièrement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et durant le temps où ils sont soumis à une obligation de disponibilité qui est de 5 ans, des volontaires ayant souscrit un engagement et de toute autre
personnes ayant accompli le service militaire. Lorsque la réserve stratégique est mise à la disposition du chef d'état-major des armées, elle est dite opérationnelle. Les réservistes mobilisés sont soumis au statut général des militaires et à toute autre disposition législative et réglementaire en vigueur régissant les militaires. L'adoption du présent décret permettra de déterminer l'état des réservistes et les conditions de leur mobilisation, d'assurer les garanties d'un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre, et d'apporter un haut niveau de compétences supplémentaires aux forces armées de sécurité, d'encourager les jeunes à contribuer à la défense de la nation. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Le Conseil des ministres, en sa session du 23 août 2023, a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Cette stratégie vise à doter le Mali de mécanismes opérationnels et efficaces de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles d'éthique et de transparence. Cette stratégie est bâtie autour de 4 axes stratégiques qui sont gouvernance et réforme, prévention des faits de corruption, répression et la réparation, communication. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de la dite stratégie et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie de la coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Fousseli Tounkara. Merci beaucoup, Ibrahim Zambeli. Audience à la primature. Le chef du gouvernement a reçu une délégation de l'Association pour le développement de la région de Sikasso. La délégation est venue présenter un plan quinquennal de développement de la région pour lequel elle sollicite l'accompagnement du gouvernement. Aloussene Touré. L'association des ressortissants de la région de Sikasso remercie vivement le gouvernement pour tous les efforts consentis en faveur de leur région. Ils ont également sollicité l'accompagnement des pouvoirs publics pour booster le développement de la région à travers le soutien à leurs initiatives. Solliciter vos bénédictions et votre accompagnement pour la mise en œuvre de nos activités, notamment le plan quinquennal que nous avons élaboré pour 2023-2025, qui est beaucoup axé sur l'installation de l'association, mais aussi faire l'état des lieux en matière de besoins au niveau local. Pour sa part, le Premier ministre a loué les potentialités de la région, le caractère pacifique et l'attachement au labeur des populations de cette région est une raison pour le gouvernement de soutenir les efforts de l'association. Une opportunité que vous nous donnez. Posez vos problèmes, j'ai très bien noté tout ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'il faut qu'on intègre dans tout ce que nous faisons les préoccupations des uns et des autres, leurs idées, leurs suggestions. Le chef du gouvernement a également commenté la situation sécuritaire actuelle qui se caractérise par des attaques des groupes armés signataires. La priorité pour nous, c'est la guerre contre le terrorisme. Parce qu'on a fait 30 ans, ce cancer-là a gagné notre pays et a gagné les autres pays africains. Parce qu'il y avait des complicités où on pense que c'est l'argent et la palabre qui règlent. Or, il y a des gens qui vivent de la crise. Ils ne veulent pas que ça finisse. On a dit qu'il faut mettre fin à ça. Et nous nous sommes engagés à équiper l'armée. Récemment, quand nous avons pris le camp de Ber, jusqu'à présent, il y en a qui jurent que nous allons le regretter. Que nous ne prendrons pas les autres camps, Tessalit, Aguelhok, Kidal, Menaka. On va les prendre, Inch'Allah. Ça va continuer comme ça. Notre pays ne va pas céder. Les bases de Tessalit, d'Aguelhok, de Kidal, nous allons les prendre. Notre armée a besoin d'être soutenue, d'être comprise. La région de Sikasso, comme les autres régions, s'inscrivent dans une dynamique de développement et de paix durable dans notre pays.
Les membres de la commission des travaux publics du CNT poursuivent leur mission de contrôle de l'action gouvernementale sur le terrain. Le chantier de la nouvelle direction générale des domaines et du cadastre et celui de l'Institut national des statistiques ont fait l'objet d'une visite aujourd'hui par les membres de cette commission. Mamadou Fane. Les travaux de construction de la nouvelle direction générale des domaines et du cadastre ont démarré depuis 2016. Malheureusement, ce chantier peine à s'achever. C'est pour connaître les raisons de l'arrêt des travaux que la commission des travaux publics du CNT s'est rendue sur les lieux pour constater l'état d'avancement et les contraintes liées à l'évolution des travaux. Ce chantier est en souffrance depuis longtemps. Les services des domaines et du cadastre représente beaucoup pour le Mali aujourd'hui parce que c'est la troisième assiette fiscale qui travaille aujourd'hui très péniblement. Donc nous avons initié cette visite pour venir voir quels sont les problèmes qui font que ces bâtiments ne s'achèvent pas. Quelles sont les solutions qu'on puisse préconiser pour que les bâtiments puissent s'achever courant 2024. Autre site visité par les membres de la commission des travaux publics du CNT, c'est la nouvelle direction de l'Institut national des statistiques. Les travaux avancent ici à la satisfaction des membres du CNT, même si on note quelques contraintes. Le chantier est à 93% des travaux réalisés, donc cela veut dire que ce n'est que des réglages qui restent. Et au dire même de l'architecte, ils sont confrontés à un problème de câblage reliant le local transport au bâtiment principal, chose à laquelle nous allons y atteler. Pour un chantier où la réception de petits, on doit payer 10%, donc ce qui fait 90%, à la réception provisoire qui s'est fait là quand les travaux sont finis, c'est 5% comme ça, donc il n'y a que quelque chose comme 3% qui reste. Les membres de la commission travaux publics du CNT ont au cours de cette visite rencontré les responsables des services concernés et les entreprises en charge de la construction de ces deux directions. Il a été convenu d'organiser une réunion technique pour aplanir les difficultés. Chrétiens et musulmans du Mali, dans la même dynamique, ils dénoncent et condamnent les attaques contre le bateau Tombouctou et les positions des femmes. Annonce faite aujourd'hui lors d'une rencontre dans l'enceinte du Haut Conseil islamique. À l'issue de la rencontre, ils se sont mis d'accord d'organiser des prières collectives pour un Mali apaisé. Mohamed Kantao. Suite aux récentes attaques contre les bateaux Tombouctou et les positions des femmes dans la région de Gao, des voix dont celle du Haut Conseil islamique et des communautés chrétiennes se sont levées pour dénoncer ces agressions. Au-delà des condamnations, les confessions religieuses musulmanes et chrétiennes du Mali unissent leurs efforts pour appeler les citoyens à la prière. Nous faisons un appel à nos concitoyens à ne pas faire d'amalgame. Nous sommes tous frères au Mali. Et nous devons être tous un seul peuple, un seul but, une seule foi. Essayons de développer ça, quels que soient les moments difficiles que nous traversons. J'invite mes frères chrétiens catholiques à continuer à prier davantage le Seigneur afin qu'il nous aide à trouver les solutions adéquates pour que la situation reviennent à la normale dans notre pays. Les représentants de la communauté chrétienne invitent les fidèles chrétiens à invoquer Dieu dans les cultes et messes du dimanche prochain. Le Haut Conseil islamique, initiateur de la rencontre, recommande à la communauté musulmane des séances de prière et de bénédictions dans toutes les mosquées vendredi prochain, toutes choses qui permettent au pays de retrouver l'accalmie et aux femmes de triompher sur l'ennemi. Les confessions religieuses appellent la population au calme, à ne pas faire de l'amalgame, car dans notre pays, nous ne connaissons pas de guerre de religion, nous ne connaissons pas de guerre d'ethnie. Alors il ne faut pas qu'on stigmatise une religion, il ne faut pas stigmatiser une ethnie. Les actes qui sont posés là ne sont pas posés au nom de la religion, parce que tout s'oppose à la religion. Aussi bien les cibles que le mode opératoire. Ces deux jurent avec les principes de l'islam. Le président du Haut Conseil islamique rappelle que lorsqu'un peuple est confronté à des difficultés majeures, le seul refuge, c'est auprès de son seigneur. Chérif Ousmane Madan Aïdara ajoute que les victimes sont des innocents qui n'ont rien fait pour mériter cette situation énigmatique. La rencontre a pris fin par la lecture de quelques versets coraniques.
Suite aux attaques terroristes perpétrées contre le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes le jeudi 7 septembre 2023 à Bamba, région de Gao, nous continuons à enregistrer des communiqués au niveau de la rédaction. Il s'agit de l'Association des femmes catholiques du Mali, l'Alliance Mali-Tania, le collectif pour la défense des militaires, la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, le parti Alliance démocratique du peuple malien, l'ADP et Maliba, l'association Amon Mali, les conseils interreligieux pour la paix au Mali, le Haut Conseil des collectivités, l'association des coursiers et ronéotypistes du Mali, la CONASCO, la CADERCA, la coalition des patriotes du Mali, les conseils de famille des Diarra, le parti Lumière du peuple, l'association malienne pour le changement, tous condamnent avec la dernière énergie ces attaques terroristes, barbares et lâches. Cet autre communiqué, l'association pour le développement du cercle de Bourem condamne l'attaque terroriste perpétrée contre la ville ce mardi. La DCB salue le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité dans leur lutte en faveur de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, appelle les Maliens à rester vigilants en dénonçant tout individu suspect et demande aux populations de garder leur sérénité en retenant la formule chère à Bourem: chaque Soraï a son Touareg et chaque Touareg à son Soraï. La DCB présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le niveau des travaux de construction de la tour de l'ERTM est satisfaisant, constat fait aujourd'hui par le secrétaire général du ministère en charge de la communication. Le représentant du ministre Alhamdou Aguilien regrette par ailleurs le comportement de certaines personnes qui ont construit sur les sites. Batraouri. Mission de suivi du secrétaire général du ministère en charge de la communication sur le chantier de la tour de l'ORTM. Elle a permis aux visiteurs du jour de voir l'état du bâtiment principal dont les travaux de finition sont actuellement en cours. La délégation a ensuite échangé avec les responsables de l'entreprise en charge de la construction et ceux du bureau de suivi. Et si vous constatez ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'État pour payer les différentes factures au niveau, qui sont en souffrance au niveau du trésor pour les entreprises. Donc c'est conséquemment à ça qu'on est venu voir aussi l'évolution des travaux. Nous avons constaté de visu ce qui a été fait et nous sommes quand même un peu satisfaits de l'avancée des travaux aujourd'hui par rapport au passé. Initialement prévu pour s'achever en 2023, les travaux de construction de la tour de l'ORTM vont bénéficier d'un délai supplémentaire de 16 mois pour s'achever en octobre 2024. Lors de cette réunion de chantier que nous avons faite tout de suite, nous avons rappelé l'urgence de respecter ces délais en tant que ministère. Nous allons continuer à suivre le dossier au niveau du ministère de l'économie et des finances pour que les différents paiements puissent se faire et que in fine, nous puissions respecter les délais. Nous avons toujours dit que notre souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le chantier puisse être inauguré par le président de la transition, chef de l'État. La délégation a eu la surprise de constater que certains usagers se sont permis de construire des bâtiments sous le site du chantier. Aujourd'hui, il y a déjà des grosses lagistus qui autorisent l'ORTM à démolir ces bâtiments. Donc nous allons, un moment, des initiatives ont été faites pour démolir, il y a eu des petites contraintes. Nous allons régler ces contraintes-là, travailler avec le ministère des Domaines pour que dans les jours à venir, pour qu'on puisse véritablement démolir ces bâtiments illicites. Sur ce plan, le département est intraitable. À l'issue de cette visite, Al-Qaïdi Amar Touré a précisé que tout sera mis en œuvre pour le respect du délai contractuel. Fangade jangere malibagara aundae Wiliga olaye.
Ce jingle annonce la page spéciale 22 septembre que nous ouvrons à partir de ce soir. L'ORTM s'inscrit déjà dans la mouvance du 22 septembre, la date d'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Pour ce faire, l'Office propose un programme spécial avec des sujets de reportages et de magazines sur les différentes réformes en cours et autres acquis de la transition, notamment le redémarrage des usines. Pour en savoir davantage, écoutons le directeur général de l'ORTM, Hassan Baban-Diobele. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Nous avons d'abord commencé à traiter les productions que nous avons captées au niveau de la biennale artistique et culturelle. Et depuis le 5 septembre, nous proposons justement les productions de la biennale à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, tout cela dans le cadre du 22 septembre. Ensuite, nous avons mobilisé toutes les rédactions ORTM 1, ORTM 2, chaîne 2, Radio Nationale, les stations régionales, toutes les rédactions pour avoir des propositions de thèmes, des propositions de sujets par rapport justement au 22 septembre. Nous avons proposé donc aux autorités le programme que nous voulons dérouler dans le cadre du 22 septembre, ça a été accepté. À partir de ce soir, nous allons proposer à nos téléspectateurs des magazines qui sont produits par nos journalistes reporters. Et ce soir, justement, nous allons proposer l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal qui nous a conduit à l'indépendance le 22 septembre 1960. Ensuite, nous avons des sujets sur la réforme institutionnelle qui a abouti justement à ce référendum et qui nous a ouvert la porte à la 4e République. Nous avons un sujet là-dessus. Nous avons un sujet également sur les grandes entreprises que les autorités de la transition sont en train de faire renaître. Nous allons faire un retour en arrière pour parler un peu de l'histoire de ces grandes entreprises qui ont fait la fierté de notre pays et qui sont en train de renaître aujourd'hui grâce à la volonté de nos autorités. Il y a des sujets qui concernent la santé, l'éducation, les forces de défense et de sécurité. Et nous avons fait vraiment un tour d'horizon pour permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de sentir que nous sommes dans un événement particulier par rapport au 22 septembre 2023. Le clou de l'événement, c'est bien évidemment le défilé. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour permettre justement à tous les Maliens, de l'intérieur comme à l'extérieur, de pouvoir suivre cet événement en direct et en intégralité sur l'ensemble de notre réseau. La veille, le 21, nous avons des éditions spéciales que nous allons proposer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Il y a également le jour J, le 22, une grande édition que nous allons proposer, et le lendemain également une édition qui, c'est vraiment pour permettre à tous les Maliens, à tous les niveaux, à toutes les régions, anciennes, nouvelles, de se retrouver sur l'ORTM pour célébrer ce grand événement. À côté, nous avons les émissions de divertissement que nous avons au niveau de ORTM 1 et de ORTM 2. Et ces émissions de divertissement, pour l'une des rares fois, nous les avons délocalisées à Koulikoro. Nous avons Cocorico que nous avons délocalisé à Koulikoro, que nous allons produire, diffuser. Nous avons également le Grand Midi, qui est une émission phare également sur la première, qui est délocalisée à Koulikoro. Nous avons également l'invité de la semaine, lié justement à l'événement du 22 septembre, que nous allons enregistrer à Koulikoro au bord du fleuve. Donc, beaucoup de sujets. Et à côté, nous avons la radio qui ne va pas rester en marge justement de cette programmation. Dans toutes les régions où nous avons les stations régionales, il y a un programme spécial qui sera proposé, une antenne spéciale qui sera proposée aux auditeurs ce jour-là. Et sur la plateforme aussi, sur notre plateforme digitale, pour dire que tous ces grands rendez-vous vont se retrouver sur la plateforme digitale de l'ORTM, www.ortm.ml. Voilà, le directeur général Hassan Baban-Diobele l'a dit tout à l'heure. Nous commençons cette page spéciale 22 septembre avec un regard sur la période coloniale et post-coloniale. On retrace l'histoire du Mali, empire et royaume, jusqu'à notre accession à l'indépendance en 1960. Dans ce grand format, une problématique est posée. Il s'agit de savoir si l'histoire se répète face au néocolonialisme après 63 ans d'indépendance du Mali. Le dossier est signé Tamsir Diabaté, Drissa Traoré et Astan Satourou Diabaté. Le Mali
a été d'abord le berceau des grands empires au royaume avant de devenir par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Le territoire ainsi conquis par le colonisateur est d'abord appelé Haut-Sénégal-Niger, puis le Soudan français. Son chef-lieu est Kaï, puis Bamako en 1907. Ainsi, il fait partie de l'Afrique occidentale française et la conquête de cette partie de l'Afrique se situe entre le fleuve Sénégal et le fleuve Niger dans la boucle du Niger. Selon les étapes de la conquête, le territoire a changé de nom. À partir de 1893, quand la conquête a avancé jusqu'à inclure la zone de Tombouctou, il y a eu une organisation et on a appelé cette partie du territoire la colonie du Soudan français. Le Soudan français, qui a été créé en 1920, a subi encore d'autres mutations. Alors, parce que au moment où on allait un peu avant la Seconde Guerre mondiale, le Soudan a été amputé d'une partie qu'on a cédée à la Mauritanie à la suite de ce qu'on appelle le mouvement amaliste. La pénétration coloniale française menée par Louis Faidherbe puis Joseph Gallieni s'est faite à partir du Sénégal en allant vers l'Est. De 1947 pratiquement à 1959, le territoire a gardé l'appellation Soudan français. Ainsi, les deux colonies françaises du Soudan français et du Sénégal fondent la Fédération du Mali. Nous sommes en 1959. Cette vision fédéraliste de Modibo Keïta et ses pairs a été éphémère car elle n'a pu résister au coup bas. Quand la fédération éclatait, le moral était au talon. Ceux qui étaient contre, on dit Agnan Fayo. À la suite de cet éclatement prématuré de la Fédération du Mali, Modibo Keïta, à son retour en République soudanaise, demande à ses camarades politiques lors du congrès de l'Union soudanaise RDA d'en tirer les enseignements. Le Soudan devait récupérer sa part de souveraineté dans la Fédération du Mali. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, alors le Sénégal avait décidé de faire sécession et donc a créé effectivement la République du Sénégal que les Soudanais n'ont pas voulu parce qu'ils disent que la fédération est immuable. Cette nouvelle configuration change la donne chez les Soudanais. Ils décident ainsi de prendre leur destin en main. En réalité, nous sommes devenus indépendants dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les Soudanais ont pu agir sur leur propre destin. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse. Ce jour, en ce lieu, dans cette salle du lycée technique de Bamako, s'accomplit un acte de destin, celui d'une république née un 22 septembre. Il y a de cela 63 ans. À appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. À l'époque, le niveau d'équipement du Soudan était tel que la plus grande et la meilleure salle que l'on pouvait offrir à plusieurs délégués, c'était vraiment cette salle-là. Les autorités maliennes qui étaient là-bas ont quitté le lycée technique pour marcher à pied et venir à l'Assemblée nationale pour mettre maintenant la forme juridique et la forme institutionnelle. L'esprit était de se défaire des chaînes coloniales à tout point de vue. Parce qu'ils savaient qu'après l'indépendance politique, il y a la colonisation économique. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong. Oui, ce jour et en ce lieu, le peuple soudanais était animé d'un sentiment de changement, d'engagement
et des fibres patriotiques. C'est pourquoi d'ailleurs les choses vont vite et même très vite. Des décisions courageuses sur les plans politiques, économiques et culturels sont prises. Et parmi les décisions courageuses et historiques de Modibo Keïta, l'on note celle demandant le départ des troupes françaises du sol malien. C'était un 21 janvier 1961. L'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens. Et l'histoire se répète après 63 ans d'indépendance. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Bref, le Mali est et demeure un pays d'histoire et de culture. Donc, il vient de loin et même très loin. Et après 63 ans d'indépendance, revoilà le Mali avec les héritiers du Mali ancien qui ont opté pour un nouveau départ. Voilà l'intégralité de ce grand format que vous venez de suivre sur l'histoire du Mali ce soir dans nos programmes, donc après ce journal. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à l'écoute des femmes élues et conseillères des mairies au centre des échanges, la promotion et l'épanouissement des femmes et l'augmentation du taux de leur représentativité au niveau des instances de décision. Awadit Makamara. Les dernières statistiques révèlent que dans 703 communes, on enregistre seulement 13 femmes maires. 42 femmes sur 147 au Conseil national de transition, soit moins de 30%. C'est dire tout simplement que la promotion de la femme constitue un véritable problème et parmi les causes, les stéréotypes de genre, les préjugés et j'en passe. Le ministre de tutelle a rencontré ses sœurs élues locales et conseillères. Les contraintes que la femme élue peut avoir, c'est les contraintes socio-culturelles et la pauvreté. Tout le monde sait qu'être élu, il faut au moins gérer le quotidien. La gestion du quotidien, ce n'est pas facile. Tout le monde sait que la femme a tellement de problèmes, elle gère tellement de problèmes. Pour être élue, il faut l'environnement d'abord. Il faut que sa famille conjugale soit d'accord. Des échanges à bâtons rompus pendant 2 heures sur la promotion et la protection des droits des femmes. En somme, des discussions enrichissantes et chacune des parties dit avoir tiré le maximum d'enseignements. Nous avons témoigné de tout notre soutien pour l'accompagnement des plus hautes autorités pour la réussite des élections à venir. Et le constat est qu'au Mali, actuellement, il existe beaucoup de cadres. Un cadre juridique, un cadre institutionnel et beaucoup plus d'autres cadres. Et quand on se réfère déjà au cadre juridique, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de textes, à commencer par la Constitution de 2022 qui prévoit des droits politiques pour la femme, la loi électorale, la charte des partis politiques, mais aussi la loi 2015-052 qui institue des mesures pour promouvoir la nomination des femmes aux postes électifs et aux postes nominatifs. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a d'autres plans et d'autres programmes aussi qui existent afin qu'ils puissent avoir une dynamique de prise en compte du genre dans le processus électoral, mais aussi dans les réformes politiques et dans les réformes administratives. Ce cadre d'échange sera instauré selon le ministre en charge de la promotion de la femme. Pour tenter de répondre aux besoins permanents de restauration de paix et de vivre ensemble dans les cercles des Nyono et de Mopti, les projets d'appui à la gestion des conflits et la consolidation de la paix lancent ces activités, une initiative de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse. Awa Adama Koulibaly. Prôner la paix à travers des activités sportives et culturelles, c'est l'objectif du projet d'appui à la gestion des conflits et la consolidation de la paix dans le cercle de Nyono et de Mopti. Pendant 8 mois, le projet renforcera les connaissances de 100 jeunes femmes en règlement de conflits.
Aussi, 30 femmes seront formées au métier d'espoir. Nous avons demandé aux médiateurs qui seront formés et installés d'organiser 2 activités majeures dans le projet qui seront appelées la médiation sportive et culturelle. 30 femmes qui seront formées dans des métiers appelés la saponification. Ces métiers sont appelés la transformation du lait local pour qui connaît Mopti. Ces métiers sont aussi appelés la coupe-couture. Ce projet constitue le premier financé cette année par les fonds canadiens d'initiative locale. Le présent projet de TIRAC Sahel répond à une des priorités thématiques de la stratégie FCIL de l'ambassade, notamment la paix et la sécurité, avec un accent sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le ministre de la Jeunesse représenté a assuré le soutien de l'État pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Notre présence à cette cérémonie est l'appropriation du projet par les autorités pour qu'elles s'engagent à faciliter sa mise en œuvre à travers les services déconcentrés de l'État dans les localités cibles. Les bénéficiaires ont rappelé la nécessité de cette initiative tout en promettant la bonne gestion des acquis. Depuis le 9 septembre dernier, le vérificateur général du Mali est en visite au Rwanda. Au cours de son séjour rwandais, Samba Alhamdou Babi a été reçu par plusieurs responsables et autorités administratives. Ainsi, il a eu une rencontre avec la présidente du Parlement rwandais. Cette visite aura permis au vérificateur général Samba Alhamdou Babi d'échanger et de partager l'expérience malienne en la matière. La région de Kita abrite une rencontre sur les défis sécuritaires de la région. Il s'agit de renforcer les connaissances et compétences des membres du comité consultatif de sécurité. Les commissariats à la réforme du secteur de la sécurité et les acteurs régionaux sont les participants de cette rencontre. Mamadi Alioubari. Cette rencontre d'échange sur le renforcement des capacités des membres du comité de la sécurité de Kita sur la coproduction de la sécurité et de l'environnement complexe est une initiative du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Plusieurs thèmes ont été débattus qui sont entre autres l'environnement, les menaces et les défis sécuritaires, les missions des différentes forces de défense et de sécurité et le concept de coproduction de la sécurité. Il s'inscrit donc dans l'accompagnement de la volonté des autorités régionales à assumer pleinement leur leadership dans l'opérationnalisation de la nouvelle région à travers ces maillons essentiels du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Il s'agira donc de renforcer les connaissances et les compétences des membres du comité sur les défis sécuritaires dans la région. Les missionnaires sont venus pour renforcer notre capacité. Ils vont développer des thématiques qui seront carrément compris par les participants. Au retour, ils vont demander aux participants de faire des contributions. Au cours de cette rencontre, les responsables de la sécurité, les leaders religieux et les autorités administratives et politiques, bref, les couches socio-professionnelles de Kita ont échangé sur la réforme du secteur de la sécurité qui revêt une importance capitale dans un contexte de défis sécuritaires énormes dans notre pays. Depuis 2013, notre pays, le Mali, s'est engagé dans un processus de réforme du secteur de la sécurité qui a comme cadre institutionnel le Comité national de réforme du secteur de la sécurité, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et des comités consultatifs comme nous, alors, de sécurité au niveau des régions et des communes. Les plus hautes autorités du Mali ne ménagent aucun effort aujourd'hui en vue de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette rencontre de 2 jours s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La deuxième édition de l'initiative Voyage intégrateur du ministère de l'Artisanat se tient à Ségou. Durant 2 jours, les meilleurs élèves parmi les admis au DF 2023 des 26 académies d'enseignement du Mali découvrent la 4e région et certaines valeurs sociétales à travers une causerie et débat. Honoré Tchenou. Ils sont les 3 premiers admis au DF 2023 des 26 académies d'enseignement du Mali à prendre part à ce voyage intégrateur, une initiative du département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme en tandem avec l'agence de promotion touristique du Mali. Pour cette 2e édition à Ségou, les jeunes visitent les lieux célèbres et s'abreuvent des valeurs sociétales du pays. Cette année, c'est que nous avons procédé à des séries d'innovations. Nous parcourons la région de Ségou. Nous avons initié
des sous-activités qui vont concerner par exemple des causeries débats avec certaines personnalités. La première étape a concerné le gouvernorat de Ségou. Je suis très honoré en les recevant. Ils sont de bons exemples. Nous ne pouvons que les encourager, les féliciter pour les résultats déjà obtenus, en leur demandant de faire encore mieux. Le Mali a besoin de ça et la voie qui est tracée est la leur. Nous, en tant que groupe de camarades qui sommes ici aujourd'hui grâce aux fruits de nos efforts, nous vous promettons de faire de notre mieux pour pouvoir rehausser l'honneur de notre pays, car nous sommes les leaders de demain. Après le gouvernorat, cap sur Markala où les jeunes en visite guidée ont pu apprécier les barrages hydrauliques. Autre visite, le centre Ndomo de Pelengana, le tout avec l'accompagnement des forces de défense. 30e session du conseil d'administration de l'Institut ophtalmologique d'Afrique de l'Ouest, IOTA. Les administrateurs passent en revue des activités menées courant 2023. Ils portent aussi la réflexion sur comment renforcer les compétences du personnel en mettant un accent particulier sur les spécialités. Boubacar Kanouté. Les travaux de cette 30e session du conseil d'administration de l'Institut ophtalmologique tropical de l'Afrique, l'IOTA, porte essentiellement sur les activités réalisées au cours de l'année 2023. Des documents soumis à l'appréciation des administrateurs. Il y ressort que plus de 85% des activités de consultation ophtalmologique sont réalisées avec succès, autant pour les activités chirurgicales, malgré le contexte peu reluisant. Quant au budget prévisionnel, il s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Pour mener les activités durant l'année 2023, l'Institut a disposé de 136 agents, toutes catégories confondues. Je profite pour féliciter le personnel pour la qualité du travail accompli, malgré les difficultés rencontrées durant ce premier semestre. De 1953 à nos jours, l'IOTA a connu de différentes mutations. La nouvelle dynamique portée par les autorités sanitaires doit être reconfortée davantage à travers la formation du personnel et un cadre de travail plus approprié. Le relèvement du plateau technique pour permettre à notre personnel vraiment de travailler dans des conditions idoines et aussi de mettre un accent particulier sur la recherche. Parce que qui parle d'innovation parle aussi de recherche. l'IOTA est quand même âgé de 73 ans environ. Donc l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui constitue un véritable goulot d'étranglement. Donc un défi important pour nous, c'est d'avoir un espace beaucoup plus adapté vraiment à ce que nous voulons faire. Les administrateurs ont observé 1 minute de silence en la mémoire des civils et militaires décédés au nom de la patrie. Les agents des 11 entreprises du comité des compagnies d'assurance du Mali suivent une formation de 2 jours. Ils renforcent leurs connaissances sur la protection des données de leurs clients. Awa Adama Kloubali. Le nom, l'image, l'empreinte, le matricule ou le numéro de téléphone sont entre autres données personnelles régulièrement collectées par les compagnies d'assurance. Il est donc impératif qu'elles s'imprègnent des principes de leur préservation. Le séminaire de ce jour est important à plus d'un titre pour les assureurs que nous sommes, dans la mesure où il nous permettra non seulement de mieux connaître la PDP, mais aussi et surtout de faire face à l'entièreté des exigences qui encadrent l'utilisation des données à caractère personnel. Si la loi autorise les assureurs à recueillir et traiter les informations personnelles dans l'exercice de leur mission quotidienne, elle exige également le respect d'un certain nombre de normes. Vos compagnies sont tenues de saisir au préalable l'autorité de protection des données à caractère personnel avant la collecte et le traitement des données, d'observer les principes les encadrant, notamment la licéité, la loyauté, le respect des droits des personnes concernées, de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur sécurité et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. À l'issue de cet atelier, les participants, que sont les responsables des services d'assurance, auront la lourde tâche de désigner des correspondants à la protection des données. Ces correspondants serviront de trait d'union entre ces entreprises et l'APDP.
À la rencontre des anciens de la Biennale. Ce soir, nous partons à Dioïla et nous vous proposons un extrait des prestations de la troupe de Dioïla à la Biennale Mopti 2023. Voilà, dans notre série de diffusion des prestations des troupes de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. À l'instant, c'était là un extrait de la prestation de la troupe de Dioïla. À suivre l'intégralité de la prestation de la troupe de Dioïla demain, jeudi 14 septembre, à partir de 14h sur ORTM 1. Sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire recevaient hier les aigles du Mali au stade olympique Alassane Ouattara pour un match amical international. Cette rencontre de préparation très attendue s'est arrêtée à la mi-temps. Une forte pluie s'est abattue sur le stade olympique, devenu impraticable. Ainsi, le match a été annulé. Le point avec nos envoyés spéciaux Aridjou Matina et Mohamed Sidibé. Le très attendu match amical international, éléphant de Côte d'Ivoire, aigle du Mali, servant de préparation pour les deux équipes en vue des futures séances, n'a pas pu aller à son terme pour cause d'intempéries. Les 22 acteurs n'ont joué que la première période soldée par le nul 0-0. Lors de cette première partie, les éléphants ont légèrement dominé la rencontre avec à la clé quelques nettes occasions. Les aigles qui étaient un peu crispés ont également eu des situations de but par l'entremise d'Ibrahima Koné. Mais à 2 minutes de la fin du temps additionnel, une forte pluie s'invite dans la danse, obligeant les arbitres togolais, après plusieurs constats, d'annuler définitivement la rencontre. On progresse, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'adversité était d'un niveau plus élevé. Il fallait faire une équipe très équilibrée, mais il fallait beaucoup de force et de courage. Comme là l'équipe du Mali, il fallait être à égalité avec eux, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, je pense que techniquement, on les a quand même mis en danger. Sur ce match-là, bien sûr qu'on en tire des enseignements. Face à une belle équipe de Côte d'Ivoire, je pense que sur certains points, on a manqué d'intensité. Sur le porteur du ballon, d'agressivité un petit peu. C'est vrai qu'on a été en difficulté sur certaines actions. C'est un système de jeu qui est assez énergivore. On va mettre ça de côté et puis continuer à bosser parce qu'il y a encore du boulot. Ainsi, ce derby sous-régional prend fin sur un goût d'inachevé. Prochaine sortie des aigles, ce sera au mois d'octobre prochain en amical contre les Lions du Sénégal. L'ORTM en deuil, Abdou Gassamba, technicien, est décédé ce soir des suites d'une maladie de longue durée. Assidu, courageux et travailleur, il a servi à l'ORTM pendant plus de 3 décennies. Le monde de la communication présente à sa famille ses condoléances les plus attristées. Que son âme repose en paix. En troisième région, Dr Omar Ba, ancien directeur régional de la santé de Sikasso, se repose désormais au cimetière de Wayerma. Né en 1942, ce chevalier de l'Ordre national du Mali était aussi le président de l'association des personnes âgées de Sikasso, Moustapha Doumbia.
C'est un octogénaire qui vient de tirer sa révérence après de loyaux services rendus à la nation et au monde. Ancien directeur de l'épidémiologie à l'Organisation mondiale de la santé, Dr Oumar Ba a fait ses études fondamentales à Sikasso avant de continuer au lycée Terrasson de Fourgère, puis à l'université de Dakar où il obtient un doctorat en médecine. Il entame alors une carrière professionnelle et occupe plusieurs postes de responsabilité, parmi lesquels médecin-chef aux grandes endémies de Bamako et directeur régional de la santé de Sikasso. Les qualités de l'homme ont été largement rappelées au cours de la cérémonie funèbre. C'est un cadre très compétent et très à cheval sur les principes. Il a réalisé quand même beaucoup de choses concernant l'hôpital, la formation aussi des cadres de l'hôpital. Donc il s'est beaucoup investi pour Sikasso. Dr Oumar Ba, âgé de 81 ans, était très impliqué dans les activités associatives et sociales, ce qui lui a valu d'être le président de l'association des personnes âgées de Sikasso. Au nom de l'association des personnes âgées de Sikasso, nous retenons du Dr Ba sa loyauté, sa rigueur et son amour pour le prochain. Par ailleurs, je suis aujourd'hui le chef de quartier de Hamdalaï, où Dr Ba faisait beaucoup de dons aux musulmans. Présenter mes condoléances sincères à sa famille et à tout le peuple malien qui vient de perdre un de ses dignes fils. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse à imiter cet exemple, ce modèle de réussite au Mali. Les chevaliers de l'Ordre national du Mali reposent au cimetière de Wayarma, laissant une veuve et 8 orphelins. Voilà. Docteur Oumar Ba, ancien directeur régional de la santé de Sikasso, il repose désormais au cimetière de Wayarma, paix à son âme. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.